Spécialité physique-chimie, classe 2 terminale, chapitre 3, exercice sur la cinétique chimique, partie 3. Exercice numéro 8. Le peroxyde de diterbutyl, noté grand A, est un amorceur de nombreuses réactions de polymérisation formant des matières plastiques. Cette espèce chimique ne peut pas être utilisée à une température trop élevée car elle se décompose spontanément. Cette décomposition est modélisée par la réaction d'équation indiquée à l'écran. La mesure de la pression totale P du mélange, constitué initialement de grand A, en quantité de matière N0 égale à 10 mmol, dans une enceinte fermée de volume V, conduit au résultat suivant. Au bout d'une durée très longue, la mesure de la pression conduit à une valeur constante P infini égale à 71,8 kPa. La concentration en quantité de matière d'une espèce chimique gazeuse est définie comme celle d'une espèce dissoute. La concentration de l'espèce chimique A, gazeuse, est égale à la quantité d'espèce chimique A divisée par V, où V est le volume du gaz. La constante des gaz parfaits est grand R égale à 8,31 joules par mol par Kelvin. À l'aide d'un tableau d'avancement et en admettant que la transformation est totale, montrez que la pression initiale est égale à la pression au bout d'un temps très long divisé par 3. Alors traçons le tableau d'avancement. La quantité initiale du réactif est N0, la quantité initiale des produits est nulle. Notons X, l'avancement de la réaction, X max, l'avancement maximal de la transformation. Comme la transformation est totale, la quantité finale du réactif est égale à 0. Donc, X max est égal à la quantité initiale de réactif. La quantité finale de gaz est égale à la somme des quantités finales de produits, puisque le réactif a été entièrement consommé, à savoir 2x max plus x max, c'est-à-dire 3x max. La quantité finale de gaz est donc égale à 3x max, c'est-à-dire 3 fois N0. La pression à l'état initial P0 est égale à la quantité de gaz initiale N0 multipliée par RT sur V. La quantité finale de gaz, P infini, est égale à la quantité finale totale de gaz multipliée par RT sur V, puisque le volume n'a pas changé. La pression P infini est donc égale à 3N0 fois RT sur V. On a donc bien P infini sur P0 qui est égal à 3, donc P0 qui est égal à P infini sur 3. La pression initiale est égale à la pression au bout d'un temps très long divisé par 3. La pression P0 vaut donc 71,8 divisé par 3, c'est-à-dire 23,9 kPa. Exprimer à tout instant la concentration en quantité de matière, notée A entre crochets à l'instant T, en fonction de la pression à tout instant, de la pression initiale, de la constante des gaz parfaits et de la température exprimée en Kelvin. La concentration à tout instant de grand A est égale à la quantité de A à l'instant T divisé par le volume de gaz. Or, la quantité à tout instant de grand A est égale à N0 moins X. La concentration de grand A à tout instant est égale à N0 moins X sur grand V. La pression à l'instant T est égale à la quantité de gaz à l'instant T multipliée par RT sur V. La quantité de gaz à l'instant T est égale à N0 moins X plus 2X plus X, c'est-à-dire N0 plus 2X. Ainsi, la pression à l'instant T est égale à N0 plus 2X sur V fois RT, que nous pouvons écrire P à l'instant T est égal à N0 fois RT sur V plus 2X fois RT sur V. N0 fois RT sur V est égal à P0. On en déduit que X sur V est égal à P à l'instant T moins P0, le tout divisé par 2 fois RT. Reprenons l'expression de la concentration de grand A.
n0 moins x sur v se note n0 sur v moins x sur v. X sur v est égal à P à l'instant t moins P0 divisé par 2 fois RT. N0 sur V est égal à P0 sur RT. Mettons l'expression sur le même dénominateur. Nous obtenons que la concentration de grand A est égale à 3P0 moins P à l'instant t, le tout divisé par 2 fois RT. Tracez le nuage de points expérimentaux en plaçant le temps en abscisse et le logarithme népérien du rapport de la concentration de grand A à un instant t divisé par la concentration de grand A à l'instant initial en ordonnée. Modélisez la courbe passant au plus près de ce nuage de points par une équation adéquate. Reprenons les expressions des concentrations de grand A à l'instant t à l'instant initial. Nous obtenons l'expression de la concentration de grand A à l'instant initial en remplaçant dans la première expression P à l'instant t par P0. Faisons le rapport. Simplifions. Nous obtenons que le logarithme népérien du rapport des concentrations de grand A à l'instant initial et à l'instant t est égal au logarithme népérien de 3/2 moins P sur 2P0. Passons au calcul. Introduisons dans le tableau la pression P0 à l'instant initial. Calculons le logarithme népérien. Nous obtenons les résultats indiqués à l'écran. Traçons la courbe représentant le logarithme népérien du rapport des concentrations de grand A à l'instant t et à l'instant initial en fonction du temps t. Les points étant alignés, nous obtenons une droite. Celle-ci passe par l'origine. Donc le logarithme népérien du rapport des concentrations est égal à une constante multipliée par petit t. La constante correspond au coefficient directeur de la droite. Nous obtenons comme coefficient directeur moins 0,0087. Dans l'hypothèse où l'évolution de la concentration de grand A suit une loi de vitesse d'ordre 1 de constante de vitesse volumique K, établir l'équation différentielle liant la concentration de grand A à l'instant t à la valeur de la dérivée par rapport au temps. La vitesse de disparition de grand A est égale à l'opposé de la dérivée de la concentration de grand A par rapport au temps. Dans l'hypothèse où l'évolution de cette concentration suit une loi de vitesse d'ordre 1, la vitesse de disparition de grand A est proportionnelle à la concentration de grand A. Elle s'écrit K fois la concentration de grand A. Nous obtenons donc l'équation différentielle donnant l'évolution de la concentration de grand A suivante. La dérivée de la concentration de grand A par rapport au temps plus K fois la concentration de grand A est égale à 0. Établir l'expression mathématique de grand A. Nous avons une équation différentielle linéaire du premier ordre, sans second membre. La solution générale de cette équation est concentration de grand A est égale à une constante A fois exponentielle de moins K fois T. Afin de déterminer la constante A, remplaçons T par 0. La concentration de grand A à l'instant initial est égale à la concentration initiale de grand A. Nous obtenons que A exponentielle de 0 est égal à la concentration initiale de grand A. Exponentielle de 0 vaut 1. Donc la constante A est égale à la concentration de grand A à l'instant initial. L'expression de la concentration de grand A à l'instant t s'écrit concentration initiale de grand A multipliée par exponentielle de moins kt. Expliquez pourquoi les résultats expérimentaux sont en accord avec le modèle de la réaction d'ordre 1, puis donner la valeur numérique de K. Reprenons la solution de l'équation différentielle. Faisons passer la concentration de grand A à l'instant initial dans le membre de gauche.
Passons au logarithme népérien. Logarithme népérien du rapport des deux concentrations à l'instant t à l'instant initial est égal au logarithme népérien d'exponentielle de moins kt. Or, le logarithme népérien est la fonction réciproque de l'exponentielle. Donc nous obtenons que le logarithme népérien du rapport des deux concentrations de grand A à l'instant t et à l'instant initial est égal à moins kt. Ainsi, le logarithme népérien du rapport des deux concentrations de grand A à l'instant t et à l'instant initial est proportionnel au temps. La représentation de cette fonction est une droite passant par l'origine de coefficient directeur moins k. Cela correspond aux résultats expérimentaux avec k est égal à 0,0087 minutes moins 1. Divisons par 60, k est égal à 1,5 fois 10 puissance moins 4 secondes moins 1. Exercice numéro 9. Les moteurs à essence rejettent des gaz polluants comme le monoxyde d'azote. Sur une heure de fonctionnement, 50 000 litres de gaz sortent en moyenne du pot d'échappement. La moitié du volume est constitué de monoxyde d'azote. Le pot catalytique contribue à diminuer la pollution due au gaz d'échappement. Sa structure est en nid d'abeille recouverte de métaux nobles tels que le platine de symbole Pt, qui accélère notamment la réaction de réduction des oxydes d'azote en diazote. Le pot est cependant peu efficace en début de trajet lorsqu'il n'a pas eu le temps de chauffer suffisamment et les métaux nobles, bien que non consommés, sont difficilement récupérables sur un pot usagé. Le monoxyde d'azote peut réagir avec le dihydrogène suivant la réaction d'équation. 2 moles de monoxyde d'azote réagissent avec 2 moles de dihydrogène pour donner 1 mol de diazote et 2 moles d'eau. On étudie la réaction d'un mélange équimolaire de monoxyde d'azote et de dihydrogène. À l'aide d'un capteur approprié, on suit l'évolution temporelle de la quantité de diazote formée. On obtient la courbe à l'écran. Définir ce qu'est un catalyseur. Un catalyseur est une espèce chimique qui permet d'accélérer une réaction chimique sans pour cela modifier son rendement et sans intervenir dans le bilan final. Recopier la phrase du texte montrant que le platine est bien un catalyseur. Alors dans le texte, on nous indique que le platine accélère notamment la réaction de réduction des oxydes d'azote en diazote. De plus, il n'est pas consommé. C'est bien la définition d'un catalyseur. Citer un capteur ayant permis de suivre l'évolution du milieu réactionnel au cours du temps. Le diazote étant gazeux, le capteur qui a pu permettre de suivre l'évolution du milieu réactionnel au cours du temps est un capteur de pression. On définit la vitesse instantanée d'apparition du diazote à l'instant t par la dérivée de la quantité de diazote par rapport au temps. Par analogie avec la détermination d'une vitesse volumique d'apparition d'une espèce, indiquer comment cette vitesse peut être déterminée graphiquement. La calculer à l'instant initial. Pour donner la valeur de la vitesse volumique d'apparition du diazote, nous allons tracer la tangente à la courbe représentant la quantité de diazote par rapport au temps à l'instant t est égal à 0 secondes. Puis, nous allons déterminer la pente de la tangente, ce qui nous donnera la vitesse instantanée d'apparition du diazote. Prenons 2 points sur la tangente. Pour une variation de temps égale à 2 secondes, nous avons une variation de quantité de matière égale à 0,020 mol. Donc la vitesse d'apparition du diazote est égale à 0,020 mol divisé par 2 secondes, c'est-à-dire 0,010 mol par seconde. Peut-on envisager un dispositif de remplacement du pot catalytique
qui utiliserait cette réaction pour la transformation du monoxyde d'azote en diazote. Justifié. On nous dit que le volume molaire des gaz dans les conditions de l'expérience est de 30 litres par mol. Alors, d'après l'énoncé, sur une heure de fonctionnement, 50 000 litres de gaz sortent en moyenne du pot d'échappement, soit 50 000 litres divisé par 3600 secondes, 14 litres par seconde. Donc en une seconde, 14 litres de gaz sortent du pot d'échappement. La moitié de ce gaz est du monoxyde d'azote. En une seconde, 7 litres de monoxyde d'azote sortent du pot d'échappement. Pour avoir la quantité de matière de monoxyde d'azote correspondante, on va diviser le volume de monoxyde d'azote par le volume molaire. En une seconde, 7 sur 30, c'est-à-dire 0,23 mol de monoxyde d'azote, s'échappe du pot d'échappement par seconde. La vitesse de production du monoxyde d'azote est donc de 0,23 mol par seconde. Prenons l'équation de la réaction du monoxyde d'azote avec le dihydrogène. D'après l'équation, lorsqu'une mole de diazote est produite, 2 moles de monoxyde d'azote disparaissent. Comme la vitesse d'apparition du diazote est de 0,010 mol par seconde, la vitesse de disparition du monoxyde d'azote est 2 fois plus importante, elle vaut 0,020 mol par seconde. La vitesse de production du monoxyde d'azote, qui est de 0,23 mol par seconde, est 0,23 divisé par 0,020, c'est-à-dire 12 fois plus élevée que la vitesse de disparition du monoxyde d'azote dans le pot d'échappement. Il n'est donc pas possible d'envisager ce dispositif comme remplacement du pot catalytique. Exercice numéro 10. Les mélanges à l'écran sont réalisés à partir d'une solution de concentration en quantité d'iodure de potassium C1 égale à 0,20 mol par litre et d'une solution de concentration en quantité d'acide sulfurique C2 égale à 0,50 mol par litre. V1 désigne le volume de solution d'iodure de potassium, V2 le volume de solution d'acide sulfurique et V3 le volume d'eau ajoutée. Au même instant, dans chaque bécher, est versée une solution de concentration en quantité de peroxyde d'hydrogène C4 égale à 10 mmol par litre et de volume V4 égale à 50 ml. Au bout de 2 minutes, la coloration jaune, caractéristique de la présence de d'iode, est de plus en plus foncée du bécher 1 au bécher 3. L'équation de la réaction qui modélise la transformation est 1 mol de peroxyde d'hydrogène réagit avec 2 mol d'ion hydrogène, 2 mol d'ion iodure pour donner 2 mol d'eau et 1 mol de d'iode. Expliquer les colorations de plus en plus foncées observées au même instant du bécher 1 au bécher 3. Lorsqu'on rajoute le peroxyde d'hydrogène à la solution d'ion iodure, du diode est formé. Le diode a une coloration jaune-brun. Plus le diode se forme, plus sa concentration est élevée et plus la coloration jaune-brun sera foncée. Montrer que quel que soit le mélange, le réactif limitant est le peroxyde d'hydrogène. Calculons la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène. Elle s'obtient en multipliant la concentration de la solution de peroxyde d'hydrogène par le volume de solution de peroxyde d'hydrogène prélevé. 10 mmol par litre, cela correspond à 10 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. 50 ml, cela correspond à 50 fois 10 puissance moins 3 litres. La quantité initiale de peroxyde d'hydrogène est 5 fois 10 puissance moins 4 mol. Calculons de même la quantité initiale d'iodure de potassium qui s'obtient en multipliant C1 par V1. Les résultats sont indiqués dans le tableau. Faisons de même pour la quantité initiale d'ion hydrogène qui s'obtient en multipliant C2 par V2. Les résultats sont indiqués également dans le tableau. La quantité initiale d'ion hydrogène est de 5 fois 10 puissance moins 3 mol. Comparons la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène divisé par 1 à la quantité initiale d'ion hydrogène divisé par 2 et à la quantité initiale d'ion iodure divisé par 2. Le rapport le plus petit correspondra au réactif limitant. Dans tous les cas,
la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène divisé par 1 est inférieure à la quantité initiale d'ion iodure divisé par 2. De même, la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène divisé par 1 est inférieure à la quantité initiale d'ion hydrogène divisé par 2. Donc, le peroxyde d'hydrogène est bien le réactif limitant. En déduire la quantité de matière plus la concentration en quantité de d'iode finale dans chaque mélange. Comme le réactif limitant est le peroxyde d'hydrogène, d'après l'équation, lorsqu'une mole de peroxyde d'hydrogène réagit, une mole de d'iode se forme. Donc la quantité de d'iode formée à l'état final est égale à la quantité initiale de peroxyde d'hydrogène qui correspond au réactif limitant. La quantité de d'iode formée dans les 3 béchères à l'état final est la même, elle vaut 5 fois 10 puissance moins 4 mol. La concentration du d'iode dans les 4 béchères s'obtient en divisant la quantité finale de d'iode par le volume de la solution. V1 plus V2 plus V3 plus V4, cela correspond à 100 ml, c'est-à-dire 0,100 litres. Donc la concentration de d'iode à l'état final dans les 4 béchères est de 5 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Déterminer alors s'il subsiste une différence d'intensité de coloration d'un bécher à l'autre. La concentration de d'iode finale dans les 4 béchères est identique, donc la coloration est la même.